Bienvenue dans ce nouveau podcast. Je suis de nouveau chez moi là pour enregistrer ça. Simplement parce que j'attends mon canapé en fait aujourd'hui qui devrait arriver. J'ai une belle fourchette de 4 heures là à attendre. Donc je sais pas à quel moment il va arriver. J'espère juste qu'il va pas arriver pendant ce podcast. Et je voudrais te parler aujourd'hui des youtubeurs. Alors en ce moment tu sais je suis en train de faire une formation qui va s'appeler Maker Pro 2. Ça va être la deuxième version, l'édition 2018 de cette formation dont le but en fait est de rassembler un peu tout l'enseignement que j'essaye de transmettre à travers ces podcasts, à travers la chaîne YouTube, à travers le Facebook, qui sont comment créer du contenu vraiment différent des autres, pas forcément incroyable, pas forcément, tu vois, mon contenu il est normal, simplement il est un petit peu différent de ce que font la plupart des gens, comment développer une audience qui est très qualifiée, des gens qui vont te suivre, qui vont adhérer à tes idées, parfois qui vont te continuer à te suivre pendant des années. Comment gagner sa vie avec ce contenu sans avoir forcément une très grosse audience, simplement en vendant des formations pour les gens qui veulent aller plus loin. Et en ce moment, je me balade un petit peu sur YouTube, comme tout le monde, je regarde des vidéos, et j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de youtubeurs qui se transforment un petit peu en hommes sandwich. Alors je veux pas faire une vidéo pour casser ces youtubeurs-là, parce que déjà je trouve ça un peu facile de critiquer les gens qui font différemment de nous, tu vois, j'aurais très bien pu faire comme eux si les chemins m'avaient mené autre part dans ma vie, simplement ils m'ont mené à faire ce que je fais aujourd'hui, mais je voulais juste refléter une tendance que moi je vois de l'extérieur, comment je l'aperçois et pourquoi moi je vois un problème là-dedans, ou en tout cas quelque chose qui est mal fait, qui pourrait être mieux fait, et quelle solution est-ce que je vois à ça. En fait, ce qu'on remarque souvent, c'est que quand tu regardes une vidéo YouTube, d'abord, tu as toujours la pré-roll qui est imposée par YouTube, qui est un peu pénible, tu vois. Et puis ensuite, tu arrives sur la vidéo et tu vois le YouTuber souvent qui te dit, voilà, j'ai telle marque qui m'a envoyé son dernier téléphone, ses derniers accessoires, son dernier lot de croquettes pour chiens. Et du coup, j'ai décidé d'en parler en toute objectivité. Alors déjà, je pense que c'est compliqué quand on te fait un cadeau d'en parler avec objectivité. Souvent, le cadeau, c'est pas seulement les produits qui sont donnés ou prêtés, souvent c'est aussi une somme d'argent qui va avec. Et je crois vraiment en la bonne foi des youtubeurs. C'est-à-dire que je pense réellement que les youtubeurs ont envie de faire une review qui est sincère, qui est honnête, et qui ont envie de garder leur liberté dans la théorie, et ça j'en suis convaincu. Simplement, c'est un grand principe psychologique auquel on est tous soumis, que ce soit les youtubeurs, moi, ta mère, enfin tout le monde, tu vois. C'est le principe de réciprocité. C'est que quand on te fait un cadeau ou quand on te donne quelque chose, tu ressens le besoin de donner quelque chose en échange. C'est quelque chose c'est quelque chose qui fonctionne, qui est utilisé par énormément de marques, qui est aussi utilisé souvent par les associations caritatives. Je sais pas si t'as déjà fait un don une fois à une association caritative, t'as dû te rendre compte que dans les semaines qui suivent, t'as reçu plein de goodies et de trucs dont t'avais pas demandé par la poste. Pourquoi ? Parce que souvent ça active ce principe de réciprocité et tu te sens un peu redevable finalement des gens qui te donnent quelque chose. Donc c'est très difficile de faire évidemment une review totalement objective une fois que cette marque nous a donné quelque chose, surtout si c'est une somme d'argent et surtout si cette somme d'argent nous permet de vivre et de payer le loyer ce mois-ci. Alors évidemment, je suis pas en train de faire un podcast pour condamner les youtubeurs parce que je comprends tout à fait et je trouve ça très bien même que les youtubeurs essayent de trouver un business model, essayent de vivre de ce qu'ils font. Je suis le premier à dire que quand on a une passion, c'est naturel de vouloir en vivre et cette règle ne devrait pas déroger aux youtubeurs. Je pense que c'est pareil, t'as une chaîne YouTube, t'as envie d'exercer ta passion, on te propose de gagner ta vie avec, faudrait être stupide pour dire non, tu vois. Et souvent les sommes sont assez élevées, tu vois, quand tu commences à avoir une bonne audience, on peut te proposer rapidement 5 000, 10 000 euros. Pourquoi ? Parce que c'est très intéressant pour les marques. Pourquoi c'est très intéressant pour les marques ? Et c'est là pour moi que vient le petit problème qui vient, ce qui moi m'embêterait de le faire. Pourquoi c'est intéressant pour les marques ? Parce que pour la première fois, elles sont pas confinées dans leur espace. C'est-à-dire que la publicité, ça a toujours été confiné dans un espace. Quand tu vas dans le métro, y a la publicité partout, mais jamais t'entendras le conducteur du métro faire une annonce pour te dire bonjour, je vous recommande le nouveau savon Nivea qui va vous aider à sentir bon dans le métro et à faire plaisir à vos congénères. Non, tu vas jamais entendre ça. Les publicités, tu sais parfaitement où elles sont. Si t'as pas envie de les regarder, tu les regardes pas. À la télé, c'est pareil. C'est-à-dire que les marques ont jamais ou très peu réussi
à se vendre, à faire leur publicité à travers la bouche des présentateurs télé. C'est extrêmement difficile. Que ce soit à la télé ou à la radio, tu as très souvent une très grosse division, une très grosse fracture entre le contenu éditorial de la chaîne et le contenu publicitaire. Et ils mettent même des jingles pour lancer la publicité. Et tu vois que t'as des minutes qui sont consacrées à la publicité, où c'est juste des publicités qui s'alignent les unes après les autres. Tout le monde sait parfaitement que c'est la publicité. Il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. Et ensuite, on revient dans le show avec des gens qui ne citent pas de marque. Alors je crois même que c'est régi par le CSA, donc c'est même pas eux qui décident, mais il n'y a pas de publicité directement dans le contenu éditorial. Ce qu'ont réussi à faire les marques cette fois-ci, et c'est un coup de maître, c'est qu'elles ont compris que ces youtubeurs, c'était des influenceurs. C'est le fameux mot influenceur. C'est un mot qui est très puissant pour les marques, parce que les marques ont toujours cherché des influenceurs pour se diffuser. Et ces marques-là se sont rendues compte qu'avec la liberté qu'avait Internet, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de CSA, il n'y a pas beaucoup de... Enfin, c'est encore jeune, donc il n'y a pas vraiment de régie pour ça, il n'y a pas vraiment de réglementation. Avec la liberté qu'offrait Internet, avec la liberté qu'offrait YouTube, et avec le besoin de gagner leur vie que demandaient les YouTubeurs, qui sont des gens souvent qui travaillent seuls ou à deux, tu vois, mais qui n'ont pas une grosse équipe derrière, qui n'ont pas des gros budgets, ils pouvaient utiliser ces YouTubeurs-là un peu comme des hommes sandwich, c'est-à-dire comme des gens qui vont eux-mêmes faire la promotion du produit ou du service. Donc t'as plus besoin d'avoir ton espace à toi, tu vois, tu verras jamais un youtubeur dire et maintenant une page de publicité, et là d'un coup t'as une publicité, parce que ça marcherait pas. Ce qui marche sur YouTube, c'est le youtubeur qui va dire voilà, il y a telle marque qui m'a envoyé tel produit, j'ai décidé de faire une petite review, de vous le montrer, regardez, il est joli, mon t-shirt, etc., etc. Et ça marche extrêmement bien, parce que ces youtubeurs, justement, ces influenceurs, comme leur nom l'indique, ils ont une influence qui est énorme. Ils ont aussi souvent une audience qui est jeune, qui est très consommatrice, qui suit beaucoup les modes. Et donc, si un youtubeur qui a une influence va faire la promotion de ce produit-là, évidemment, la marque va faire un énorme bénéfice dessus. Et même si elle donne parfois 5 000 ou 10 000 euros au youtubeur, ce qui paraît beaucoup pour le youtubeur qui a encore jamais vécu de ce qu'il faisait, ou très peu, pour la marque, je pense qu'il y a un très très gros retour sur investissement, parce que si elle mettait 5 000 ou 10 000 euros dans le même budget, mais pour la télé, elle aurait même pas, une minute de pub en plein milieu de la nuit sur une chaîne pourrie, tu vois, elle aurait à peine ça, parce qu'à la télé, ça coûte beaucoup beaucoup plus cher, c'est des budgets qui se comptent par millions. Les marques ne payent pas des millions à un youtubeur. En plus, les youtubeurs, souvent, ils n'ont pas d'agent, ils n'ont personne pour pouvoir négocier ces contrats-là. Donc les marques, je pense, en profitent énormément. Et le vrai problème, selon moi, c'est que ça entraîne une forme de dépendance. C'est-à-dire que ces youtubeurs-là n'ont pas de business model. Ils n'ont pas de business model clairement défini. En fait, ils se sont lancés par passion. Ils se sont dit, si j'arrive à en vivre, c'est bien. Et puis d'un coup, ils se rendent compte qu'ils commencent à avoir de l'influence, ils commencent à avoir de l'audience. Ça intéresse les marques et ils reçoivent des propositions. Et donc, finalement, du jour au lendemain, ou presque, ils commencent à gagner leur vie avec ce qu'ils font. Et quand tu commences à gagner ta vie avec ce que tu fais, avec ta passion, avec ton activité, avec un truc que tu adores faire, t'envisages très vite d'arrêter ce que tu fais à côté, d'arrêter ton métier, d'arrêter tes études, d'arrêter de demander de l'argent à papa, maman, et c'est normal, t'as bien envie de le faire. Et moi, si j'avais été youtubeur et pas créateur de contenu comme je suis aujourd'hui, j'aurais probablement accepté ça direct, et ça me reste une perspective qui m'aurait beaucoup plu. Donc évidemment on accepte ça, et donc on développe, et pour moi c'est le vrai problème, une forme de dépendance vis-à-vis de ces marques. Attends, faut que je mette pause parce qu'il y a quelqu'un qui m'appelle là. Ouais, je suis de retour. Il faudrait, je pense, à mettre mon téléphone en mode avion quand j'enregistre, mais comme là j'attends mon canapé, j'ai un peu peur qu'ils arrivent en plein milieu et qu'ils repartent. Voilà, donc je disais, les youtubeurs développent forcément une dépendance vis-à-vis de ces marques, parce que s'ils commencent à vivre avec ça, s'ils commencent à payer la bouffe avec ça, s'ils commencent à payer le loyer avec ça, le jour où ils ont plus les propositions de ces marques, ils sont bien dans la merde. Et le problème, c'est que forcément, tu vas commencer à avoir un changement de discours. Si tu vois, la grande force des youtubeurs, c'est leur liberté. T'as pas de CSA, t'as personne qui contrôle ce que tu dis, t'as personne qui peut te museler, t'as pas d'actionnaire, t'as pas de gens qui peuvent te dire ce que tu dois dire, ce que tu dois pas dire. T'as beaucoup plus de liberté qu'à la télé, et les youtubeurs en profitent énormément. Le problème, c'est que souvent on dit, tu vois, on a tendance à avoir un discours un peu genre c'est les politiciens qui font leur jeu, tu vois, qui tiennent l'échiquier. Moi, je pense que c'est les marques qui tiennent l'échiquier, parce que
Contrairement aux marques, les politiciens n'ont pas vraiment de moyens de pression, contrairement à ce qu'on peut penser, que ce soit sur les chaînes de télé ou sur les journalistes ou sur tous les gens qui s'expriment. Et alors que les marques en ont un, c'est que voilà, aujourd'hui je te fais vivre, si demain tu dis un truc qui me plaît pas, je peux arrêter de te faire vivre. Et on l'a vu déjà avec YouTube qui a instauré une nouvelle politique qui empêche, souvent qui désactive la monétisation sur les vidéos un peu sensibles. Ça a fait une énorme polémique sur YouTube et les gens n'ont pas compris pourquoi, mais c'est évident, c'est parce que voilà, toi t'es une marque, t'as envie de faire ta publicité, c'est toi qui choisis en fait, c'est toi qui as le contrôle parce que t'as le choix, c'est toi qui choisis sur quelle vidéo tu veux faire ta publicité, c'est toi qui choisis sur quelle vidéo tu ne veux pas faire ta publicité, c'est toi qui gardes le contrôle là-dessus. Et évidemment, du côté du créateur, lui, il est beaucoup plus dépendant de ces marques-là, parce que si demain, il fait une vidéo qui est très impopulaire, si demain, il perd sa popularité, et si demain, il y a son audience qui s'écroule, il va plus pouvoir en vivre, parce que si son image, en fait, c'est vraiment un business d'image, parce qu'on parle d'influenceur, tu vois, donc si l'influenceur perd son influence, si l'influenceur perd son image, si l'influenceur perd sa force de persuasion, ça veut dire que l'annonceur le perd aussi, et que l'annonceur n'a plus d'intérêt d'être dans ses vidéos. Donc tout le monde, s'il fait une vidéo qui est impopulaire et qui marche moins bien, ou alors qui critique les produits qu'on lui envoie, on va simplement arrêter de lui envoyer des produits, on va arrêter de le payer pour ça, on va arrêter de le sponsoriser. Exactement comme si un athlète, tu vois, on voit souvent des scandales, ça doit être très difficile d'être athlète, parce que c'est pareil, tu dépends des marques, tu as une relation qui est très complexe avec elles. On voit souvent des scandales avec des athlètes qui font un peu des conneries, et qui se font lâcher par leurs sponsors, parce que du coup c'est plus intéressant évidemment par leurs sponsors. Et si tu es un athlète et que tu n'as plus de sponsors, c'est simple, tu n'as plus de métier, parce que personne paye pour te regarder courir derrière un ballon, tu vois, les gens payent parce que pour l'attention que tu engendres. C'est les sponsors qui te payent pour l'attention que tu engendres, c'est pas les gens qui payent pour te voir courir, sauf les gens qui entrent dans le stade, tu vois, mais c'est encore autre chose. Bref, je pense que tu as compris ce que je voulais dire. Donc je pense qu'aujourd'hui, se vendre à ce point envers les marques, comme peuvent le faire les youtubeurs aujourd'hui en se transformant en véritable homme sandwich, c'est le début d'un manque de liberté, d'indépendance, et c'est, pour être très impoli, les marques qui te tiennent par les couilles. Voilà, en gros, c'est ça pour moi. Et d'un autre côté, je comprends tout à fait les youtubeurs qui font ça parce que tu as envie de vivre de ta passion, on te propose quelque chose qui a l'air très intéressant, tu as juste à faire une petite vidéo pour gagner 5 000, 10 000 euros ou plus, tu le fais, c'est normal, on est des êtres humains, tu vois, c'est tout à fait naturel, moi je l'aurais fait aussi. Maintenant, moi ce que je veux te proposer, parce que je veux pas te laisser dans cette mauvaise image, c'est une autre possibilité, une autre façon de faire les choses. Moi je voudrais vraiment inciter les youtubeurs, à qui ça peut intéresser, d'essayer d'être responsable de leur capacité à gagner de l'argent. De plus voir leur chaîne YouTube juste comme je fais un truc qui m'amuse et si je peux être payé pour ça, c'est bien, mais voir leur chaîne YouTube un peu comme un business. Et ça veut pas dire que du jour au lendemain, ils vont arrêter de faire les vidéos par passion. On peut être passionné par son business. Moi, les gens les plus passionnés que je connais, c'est des entrepreneurs. C'est des gens qui font tourner une startup. Mais imagine que maintenant, tu vois ta chaîne YouTube comme un business. Tu te dis, c'est un business. Comme tout business, j'ai besoin d'un business model. J'ai pas juste besoin d'avoir des utilisateurs. J'ai besoin que ces utilisateurs me donnent de l'argent. Et au lieu de faire en sorte de vendre sans arrêt son audience à des gens que tu connais pas, à des marques que tu connais pas, pour leur faire acheter des produits dont tu n'as strictement rien à foutre et qui parfois vont faire rien de bien à ces gens-là, peut-être que tu peux trouver un moyen de vendre directement des produits à ces gens-là sans passer par ces marques-là, des produits qui vont intéresser ces gens-là et même peut-être qui vont les aider. La première chose, si tu commences à faire ça, c'est que tu vas avoir une vraie indépendance. Ça, c'est la première chose. C'est-à-dire que tu vas plus être dépendant du bon vouloir des marques, tu vas plus être dépendant de ton image vis-à-vis de ces marques-là, tu vas plus être dépendant de la taille de ton audience, tu vas uniquement être dépendant du business model que tu auras mis en place et s'il ne fonctionne plus, libre à toi de le changer, libre à toi de l'améliorer, libre à toi de l'optimiser. Donc pour moi, c'est la vraie pure indépendance. Être youtubeur, t'es pas indépendant si tu dépends de la plateforme YouTube parce que ton audience est sur YouTube et si tu dépends des marques parce que c'est elles qui veulent bien, qui sont tellement sympas qu'elles veulent bien te donner de l'argent pour que tu testes leurs produits parce que tout le monde sait, mais c'est un monde de bisounours. Ça, c'est pas la vraie indépendance. La vraie indépendance, c'est tu dépends ni des marques, ni de la taille de ton audience, ni de ta plateforme. Si demain YouTube s'effondre, c'est pas grave, tu changes. Regarde, moi je suis passé du jour au lendemain de YouTube au podcast, je gagne toujours ma vie, et même mieux qu'avant. Donc c'est pas un problème. La deuxième chose que tu vas gagner, c'est que tu vas avoir de la cohérence entre tes actes et tes paroles.
ce qui est, je pense, extrêmement important pour être heureux, simplement. Je pense que pour être heureux, on a vraiment besoin de faire ce qu'on dit, en gros. Et c'est compliqué pour un YouTuber qui va se dire libre ou indépendant de ensuite faire la promotion d'autres marques et qui finalement n'est pas si libre que ça parce qu'il peut pas vraiment dire ce qu'il veut, même si la marque lui dit qu'il peut dire ce qu'il veut. On connaît le principe de réciprocité, on sait que c'est pas si simple, on sait que s'il commence, enfin tu vois, si on lui envoie des produits et qu'il les déglingue, il y a peu de chances qu'on continue à leur envoyer des produits ensuite. Et puis, ça permet d'avoir une vraie liberté de parole parce que tu peux dire ce que tu veux véritablement. Ensuite, ça va te permettre d'aider véritablement ton audience. Ça veut dire que si tu vends des produits que tu as toi-même créés, que tu as toi-même fait parce qu'il y avait une demande du côté de ton audience, tu peux les aider ou leur faire plaisir. Je parle pas simplement de vendre des formations. Je sais bien qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui sont dans une thématique où on vend pas des formations. Je suis pas en train de dire que tout le monde devrait faire comme moi, bien évidemment. Je peux donner un exemple. Regarde Natou, par exemple, le youtubeur Natou. Alors moi, j'adore Natou, je trouve ça super drôle. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle a fait? Donc évidemment, elle s'est aussi fait sponsoriser comme beaucoup de gens, il n'y a pas de mal à ça. Mais au bout d'un moment, elle s'est dit, ok, je vais créer ma propre marque. Elle a créé sa marque de bijoux, qui fait des bijoux qui sont totalement dans son style, dans son univers, qu'elle vend via son site internet et dont elle fait la promotion dans ses vidéos. Là, elle a quelque chose qui la rend vraiment indépendante parce qu'elle ne dépend pas du bon vouloir de la marque ou de son image finalement pour vendre ses produits. Tu vois, elle les vend à des gens qui sont déjà intéressés par ce qu'elle fait et qui aiment ce qu'elle fait. Elle a une vraie cohérence dans ce qu'elle dit aussi parce que c'est ce qu'elle vend, c'est des produits qui respectent totalement son univers et qui s'harmonisent parfaitement avec ce qu'elle raconte. Et si un jour elle parle d'autre chose ou elle raconte autre chose, elle pourra créer une ligne de produits qui sera plus en cohérence avec ce qu'elle va raconter à ce moment-là. C'est pas elle qui doit s'adapter à la marque, c'est sa marque qui va s'adapter à son univers, à ce qu'elle raconte dans ses vidéos. Ensuite, elle apporte vraiment de la valeur à son audience. Alors évidemment, elle va pas changer leur vie, mais elle leur vend des produits qui va vraiment leur plaire si ces vidéos à elle lui plaisent. Elle n'est pas en train de vendre, je sais pas, des croquettes pour chiens ou des boissons sucrées, tu vois, qui va strictement rien apporter aux gens qui la suivent. Elle va leur apporter quelque chose qui va véritablement faire sens avec ce dont elle parle dans ses vidéos et ce qu'elle montre dans ses vidéos. Et puis enfin, tout ça va t'apporter quelque chose qui est plus durable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à l'instant T, où je fais ce podcast, peut-être que tu vas avoir un sponsor qui va trouver ce que tu fais bien, qui va se dire tiens, je vais te prendre un peu comme égérie entre guillemets de ma marque et tu vas faire la promotion de mes produits. Mais qu'est-ce qui va se passer dans 3 ans quand cette marque va peut-être changer de board et changer de stratégie? Qu'est-ce qui va se passer dans 5 ans quand cette marque va peut-être se faire couler sous une autre marque? Qu'est-ce qui va se passer dans 10 ans quand ton audience sera vieillie et que ce sera plus une cible intéressante pour ces marques-là? Toutes ces questions-là, c'est des questions que tu n'auras pas à te poser si tu as créé ton propre business model, si tu crées toi-même tes propres produits, si tu apprends finalement à le faire en fait, parce que même si demain tes produits que tu sors aujourd'hui ne marchent plus, mais tu pourras en sortir de nouveaux, tu pourras les adapter, tu pourras progresser, ça va aussi t'apporter une vraie liberté d'esprit. Le fait de devenir vraiment indépendant, ça permet de se détendre, ça permet de se dire ok, c'est bon, j'ai réussi à faire ça, je pourrais réussir à rebondir, à faire autre chose si à un moment ça marche plus. Alors que si tu dépends de la stratégie de quelqu'un d'autre, et tu peux pas vraiment être tranquille parce que tu te dis il peut arriver 1000 trucs en fait pour que le contrat se rompe. C'est juste un contrat, c'est juste un papier avec une signature. Ça peut s'arrêter n'importe quand. Et comment tu veux faire un boulot, tu vois, qui est ta passion et le faire pendant des années si t'as aucune certitude sur combien tu vas gagner dans 2 mois, tu vois, sur est-ce que tu vas pouvoir bouffer dans le trimestre prochain. C'est chaud. Et puis je pense que on ne peut pas se laisser devenir dépendant de quelqu'un et se plaindre quand cette personne nous traite mal. On ne peut pas se laisser devenir dépendant de quelqu'un et se plaindre quand cette personne nous traite mal. Et c'est souvent ce qu'on voit aujourd'hui avec les youtubeurs qui finalement se laissent devenir dépendants des sponsors, de la publicité, et qui ensuite se plaignent que il n'y a pas de publicité qui soit affichée sous leurs vidéos, que les sponsors les quittent, ce genre de choses. Mais tu as accepté, tu as signé un contrat. Quand tu t'es inscrit sur YouTube, tu as signé le contrat. C'est YouTube qui décide s'il veut mettre des publicités en dessous de mes vidéos ou pas. Quand tu signes avec une marque, tu signes un contrat où tu dis c'est la marque qui décide si elle veut continuer ou pas. Et si tu te laisses devenir dépendant de quelqu'un ou de quelque chose, d'une entité, tu peux pas ensuite te plaindre que cette personne te traite mal. Tu peux pas ensuite, je sais pas, si tu vas dans un club sadomaso
Et je dis vraiment l'exemple le plus débile du monde, hein, mais c'est pas grave. Si tu vas dans un club sadomaso et que tu dis voilà, je suis à toi, fais ce que tu veux de moi, tu peux pas te plaindre si après la personne te fouette, quoi. Si, je veux dire, tu l'as demandé, tu l'as signé, tu l'as accepté, tu vois. Alors que si tu dis dès le début, moi j'ai pas besoin de toi, je vais abandonner cet exemple du club sadomaso parce que je suis en train de m'enfoncer complètement dedans, je sais absolument pas comment en sortir. Mais si tu dis à tes annonceurs, voilà, moi j'ai pas besoin de vous, si t'as pas besoin d'eux, tout simplement, c'est même pas tu leur dis si t'as pas besoin d'eux. Le jour où ils vont te faire une proposition, tu seras libre de l'accepter. C'est-à-dire que tu pourras quand même payer ton loyer à la fin du mois si tu l'acceptes pas. Si demain, alors moi je dis pas que j'accepterai jamais les sponsors. Si un jour il y a un sponsor, si un jour Apple me propose de me sponsoriser, j'accepte avec un grand plaisir. Attends, moi je fais leur pub depuis 10 ans sans rien, donc je continuerai juste à faire leur pub. Si en plus je peux être payé, c'est génial. Bon, malheureusement, les marques que j'aime bien ne font pas ça. Je sais pas pourquoi. Mais par contre, si une marque de croquettes pour chiens industrielles, Whiskas, plein de gluten et plein de pommes de terre et plein de céréales avec 10% de viande me propose de faire la promotion de leurs croquettes pour chiens, je dirais pas oui, tu vois, je pourrais me permettre de dire non. Même s'ils me disent, ouais, mais t'inquiète, on va te payer 5000 €, tu seras super pas. Non, j'ai pas besoin, je gagne encore plus en faisant ce que j'aime, en vendant des trucs qui sont en vrai utiles à mon audience, sûrement beaucoup plus que tes croquettes industrielles. J'ai pas besoin, tu peux te permettre de dire non, tu peux te permettre d'être cohérent avec tes valeurs et tu vas te sentir beaucoup mieux. Donc moi, c'est le business model que je te propose. C'est même pas un business model, c'est juste de réfléchir à comment tu pourrais devenir vraiment indépendant. Réfléchir à comment tu pourrais ne pas accepter d'être un homme sandwich, mais être le petit vendeur de citrons. Le petit vendeur de citrons sur la place du marché, tu vois, qui vend des citrons bio, du petit producteur, tu vois, qu'il a bien sélectionné avec amour, et où tout Paris vienne le voir lui parce qu'ils savent que c'est les meilleurs citrons de Paris. Soit ce mec-là, c'est toujours plus intéressant que l'homme sandwich, que les gens regardent même plus finalement. Les gens se disent encore un parasite qui vient nous saouler. Quand même plus intéressant d'être le vendeur de citron. Voilà, je voulais juste te laisser là-dessus, sur cette jolie métaphore. Encore une fois, j'ai aucune animosité, mon but, c'est pas de clasher les youtubeurs parce que je comprends tellement, tu vois. Je trouve ça. Moi, je préfère limite un youtubeur qui prend des risques, tu vois, qui tente le coup pour gagner sa vie et ce qu'il fait parce que voilà, c'est normal. Je préfère ça plutôt que le youtubeur qui dit non, moi je veux juste faire ça par passion, je veux rien y gagner. Ouais, moi je comprends totalement le youtubeur qui veut gagner sa vie et ce qu'il fait. Simplement, si t'es un youtubeur que tu m'écoutes et que tu t'envisages de te faire sponsoriser, je t'invite juste à réfléchir s'il n'y a pas un business model qui est mieux pour toi, qui va te rendre vraiment libre, vraiment indépendant, avant de faire peut-être la connerie de te faire sponsoriser par une marque qui ne te plaît pas et qui te tient ensuite par un endroit qui ne plaît pas. Je te dis à très vite. Et moi, je vais continuer à bosser, je vais attendre mon canapé bien sagement pour le prochain podcast. Salut.